Ça fait vraiment plaisir d'être avec toi, Isabelle. Et c'est un immense plaisir pour moi aussi, Mitsuko, d'avoir cette occasion d'échanger. On travaille ensemble depuis tant d'années. Oui, exactement. Et pour encore énormément d'années, c'est mon souhait. J'espère. Alors, écoute, je voulais profiter de ce moment pour... parce que tu vas venir au Québec. Tout à fait. À l'automne, j'ai trop hâte. Ça fait longtemps que tu es venue. Et en plus, il y a un livre que j'ai hâte de lire sur la vraie parentalité positive. Et j'ai vraiment envie qu'on parle de, justement, c'est quoi la vraie parentalité positive? Alors, quand tu dis la vraie parentalité positive, ça me fait un peu bizarre, mais la réalité de la parentalité positive, parce que finalement, il n'y a pas une vraie parentalité positive. Parentalité positive, c'est tout un ensemble, en fait. C'est un concept qu'on met sur toutes sortes de parentalités différentes. Donc, il n'y a pas la parentalité positive, mais voilà, on en parlera. Oui, amplement. Enfin, c'est mon souhait. Et donc, au fond, une parentalité réaliste. Une parentalité, on va la définir... Surtout après 10 ans, en fait, ça fait plus de 10 ans que ton livre est sorti. Ton livre, j'ai tout essayé. Il est sorti en 2012, si je ne me trompe pas. Oui, et Au cœur des émotions et de l'enfant est sorti il y a près de 30 ans. Et je l'ai lu quand j'avais mon petit bébé collé sur moi. Ça m'a tellement fait du bien. Je suis sûre qu'il y a plein de gens pour qui ça a été un baume de se dire... C'est ok d'écouter mon instinct, mon intuition. C'est ok d'ouvrir mon cœur à mon enfant. Et moi, ça a été à ce moment-là que je t'ai connu. Je t'ai lu, je t'ai senti et j'ai dit waouh, ok. Mais oui, c'est pour moi vraiment essentiel. Si on n'a pas ce décodage des émotions, c'est super dur d'être parent. Parce qu'il y a toutes sortes de situations au quotidien devant lesquelles on est tout simplement démunis. Et donc... j'œuvre dans la non-violence et dans l'idée de diminuer la violence entre les personnes de manière générale. C'était déjà mon métier de psychothérapeute et mes récents livres, mes livres précédents sur les émotions, sur les relations, étaient dans cette dynamique. Mais quand j'ai eu mes enfants et que j'ai été confrontée aux situations multiples et variées, des petits détails, des petites choses mais qui finalement nous énervent, on se met à monter en stress, et j'ai mesuré tout ça, je me suis dit, waouh, ça me paraît utile de fournir à tous les parents les informations que j'avais sur les émotions. Parce que si même moi, qui avais tellement d'informations, tellement travaillé déjà sur les émotions, eh bien, je mettais un petit peu de temps avant d'arriver à décoder ce qui se passait, forcément, ça devait être plus difficile pour tout le monde. Donc voilà, on a besoin d'outils, on a besoin de comprendre, il y a toutes sortes de choses, on a besoin d'une certaine éducation autour des émotions, autour du stress, pour pouvoir être avec nos enfants et réagir de manière appropriée. Ne pas surinterpréter leur comportement, mais comprendre ce qui se passe pour eux. Et en fait, c'est ça, tout mon travail, c'est pénétrer dans le cœur. Pénétrer, donc j'ai appelé au cœur des émotions de l'enfant, mais c'est vraiment pénétrer au cœur de l'émotion de l'enfant, au cœur de l'enfant, et dans notre cœur de parent aussi. Et en fait, c'est comment établir ce lien, cette relation profonde. Et c'est ce changement de paradigme que moi j'appelle la vraie parentalité. C'est pas tout à fait ça. Oui, tu as raison. En fait, c'est pas dans la littérature scientifique. Un chercheur dit qu'il fait une distinction parce qu'il dit qu'il y a quelques personnes qui attaquent la parentalité positive. Il dit la parentalité positive, c'est finalement de multiples courants. Il y a de nombreuses personnes qui nomment la façon dont ils professent une parentalité comme étant de la parentalité positive. Donc il y a des grands invariants, c'est cette attention aux besoins de l'enfant, c'est la sensibilité parentale, c'est la diminution du stress, la régulation du stress, et c'est être plus axé sur comment favoriser les comportements plutôt que de punir et de réprimer des comportements. Ça, c'est la base pour tout le monde dans la parentalité positive, mais il y a quand même des gens et des programmes qui disent être parentalité positive, mais qui vont employer le time-out, qui vont employer parfois même des punitions, des conséquences, etc. Et qui sont finalement
comportementale. Et donc lui, le chercheur, il appelle ça, ça c'est la parentalité positive légère, light. Et il y a aussi celle qui est plus engagée, qui nécessite tout un changement de paradigme, où finalement on va plus être attentif à écouter le besoin et à regarder la source du problème. La différence principale entre la parentalité positive light et plus profonde, c'est que dans la parentalité positive light, on va rester dans l'ancien paradigme qui est finalement le contrôle du comportement de l'enfant. On fait un contrôle positif, en donnant plus de récompenses, en valorisant, en appuyant sur les forces, mais ça reste quand même du contrôle et c'est très comportementaliste. L'idée fondamentale de la parentalité positive profonde, c'est de s'axer sur la relation, la connexion et nourrir les besoins de l'enfant. Ce qui fait que finalement, on est complètement dans une autre dynamique. On n'a pas cherché, qu'est-ce qu'on fait dans telle situation quand l'enfant déborde, quand l'enfant fait ceci, quand l'enfant fait cela, mais plutôt comment faire pour aider l'enfant à développer tout son potentiel, comment faire pour qu'il se sente en sécurité, comment faire pour qu'il se sente avec le maximum de liberté et qu'il sache utiliser sa liberté, comment il peut développer son sens de la responsabilité. C'est-à-dire qu'on va construire plutôt que chercher à contrôler. Construire ce qui se passe, construire dans la relation entre nous, toujours chercher davantage de connexion, la qualité de la relation, et l'aider à développer les compétences émotionnelles, les compétences sociales, les compétences exécutives, toutes les compétences dont il a besoin pour ne pas aller avoir toutes sortes de comportements débordants. Donc bien sûr, un enfant, ça déborde toujours, il y a des âges où son cerveau est encore immature, donc forcément, il va il ne peut pas encore gérer, réguler tout seul ses émotions, il a besoin de nous, J'ai bien de connu notre ça, cerveau. Mais On maximise en fournissant à l'enfant, à la base, la sécurité dont il a besoin et en lui fournissant les compétences dont il a besoin, en l'accompagnant dans la construction de ses compétences, on maximise nos chances d'avoir un enfant qui ne va pas sans arrêt chercher à faire la bêtise, à faire ceci, à faire cela, à dépasser le parent, parce qu'en fait, ce que ne mesurent pas les personnes qui sont dans une parentalité plus autoritaire, c'est que chaque fois qu'ils sont dans le contrôle, dans l'autoritarisme, dans donner des ordres et contrôler, forcément, ils mobilisent chez l'enfant de la réaction. Exact. Et ce sont ces réactions qui vont faire tous les nombres de soucis qu'on rencontre avec les enfants. Au Canada, on a notre psychologue Gordon Neufeld qui parle de la contre-volonté, c'est-à-dire que si on est constamment dans un agenda caché ou avec des contraintes, l'enfant va répondre avec une contre-volonté. Donc selon lui, c'est vraiment vraiment important qu'on puisse être dans la relation. Et c'est mon expérience également d'avoir eu des enfants un peu dans la neurodiversité moi-même. Dans la neurodiversité, ce que j'ai pu observer, c'est que plus on crée de la sécurité via l'attachement, via la relation, plus facile c'est de juste vivre avec eux. Et je ne suis pas là avec un agenda, il faut que mes enfants soient polis, respectueux, généreux. C'est plus vraiment un changement de regard en disant qu'est-ce que je veux modéliser auprès de mes enfants, quels sont les outils que je vais me donner et que je vais offrir aussi comme modèle à mes enfants pour qu'ils puissent évoluer sans stress. Alors sans stress, non, mais que le stress soit du stress positif, exact. Du stress tolérable, et on va éviter exact. le stress parce toxique. Que le stress, c'est impossible de vivre sans stress, on est d'accord. C'est clair. Je le raconte depuis mon tout premier livre, Le corps messager, et le stress pour moi c'est un élément essentiel à comprendre, et on n'a pas encore assez d'informations sur le stress, et trop souvent, eh bien, le stress c'est vécu comme... les gens ont une connaissance, parce que maintenant tout le monde parle du stress. Et donc, ça me stresse, ceci est stressant, etc.
Et comme on parle beaucoup du stress dans la parentalité positive et de l'impact du stress, on oublie parfois de faire la différence entre stress positif, stress tolérable et stress toxique. Et du coup, les gens se disent « Ah, mais si je stresse mon enfant, alors c'est dramatique !» Et en fait, non, enfin, le stress, c'est l'effort d'adaptation. Et donc, voilà, il y a le stress positif qui nous permet le stress positif, ça nous permet de nous adapter de manière positive à la vie. Et c'est très constructif. Et ça fait partie de notre vie d'humain. Voilà. On ne peut pas s'en débarrasser. Même le cortisol, cette hormone qui est souvent diabolisée, mais le cortisol, c'est une super substance. On en a besoin. C'est grâce au cortisol qu'on se réveille le matin. Donc le cortisol, c'est utile. Le cortisol nous aide à réfléchir, à analyser, à construire une réponse adaptée à la situation. Donc le stress, c'est utile. On est d'accord. Et il y a le stress positif quand on a un événement positif, on s'adapte quand même. Le stress tolérable, c'est quand l'événement n'est pas très positif, mais c'est tolérable, c'est-à-dire que j'ai suffisamment de ressources à l'intérieur de moi pour m'y adapter. Et du coup, ça va, ça ne fait pas de dégâts. On peut crier sur un enfant, enfin, je dis pas, quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire oui, allez-y, criez, mais ça veut dire ça arrive. Oui, ça arrive, il y a des moments, il y a une voiture là, il y a un stress, on est stressé, mais on a les ressources pour pouvoir le digérer, et donc, pas de souci, c'est tolérable. Et puis, le stress toxique, c'est quand il y a vraiment une effraction importante de la part du parent ou d'une autre personne de l'environnement, il y a une effraction importante, ou bien une succession de choses dures, de petits traumatismes, de petites violences éducatives ordinaires, quand c'est trop, tout le temps, et que le parent ne répare pas, quand il punit, qu'il reste et qu'il refuse la relation trop longtemps, alors le stress peut devenir toxique, et c'est ce stress toxique qui va être nocif et qui va produire des altérations pour le futur. Mais le stress en lui-même n'est pas un problème. Et t'en parles depuis hyper longtemps. Oui. Tous tes livres parlent justement de la notion de stress, de développer, en fait, de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi pour être acteur, pour être souverain, en fait. Et quand tu as commencé à parler, quand tu as fait ta série « J'ai tout essayé » il y a une dizaine d'années, bien après Au cœur des émotions, ton objectif, c'était de permettre aux parents de comprendre pour être acteurs et non pas prendre cette information pour une vraie, en fait, un interdit. C'est-à-dire, si je fronce les sourcils, je vais abîmer le cerveau de mon enfant. J'ai beaucoup de parents qui me disent ça. Oui, donc c'est vrai que c'est une surinterprétation, en fait, parfois. Quand on est parent, on est très anxieux, on veut bien faire. Et donc, on regarde une vidéo et on entend un truc. Et donc, oui, c'est vrai, j'ai dit ça, que lorsqu'on fronce les sourcils, une étude a montré que ça augmente, donc ça déclenche du stress, ça augmente la réactivité de la peau. Mais ça, c'est en laboratoire. En laboratoire, on observe qu'il se passe ça. Ça ne veut pas du tout dire que dans la vie quotidienne, quand on fronce les sourcils pour dire un truc à un enfant, ça va déclencher un stress toxique qui va l'abîmer sur le reste de sa vie. Non, évidemment pas. Mais donc, je ne l'ai peut-être pas assez précisé ce jour-là, mais c'est en fait, comme on veut faire bien, on veut être parfait. Et du coup, on s'accroche à une idée, on se dit « il faut attention, il faut que je fasse absolument comme ci, comme ça ». Non, en réalité, dans mes livres, dans les vidéos, je cherche à donner des informations. Des informations qui permettent de lire le comportement de l'enfant, de comprendre ce qui peut-être peut se passer dans son cerveau. Et la plupart du temps, il y a au moins 3 ou 4 pistes différentes pour interpréter ce qui peut se passer dans le cerveau d'un enfant. Moi, je me souviens quand j'étais une jeune maman, j'étais hyper stressée je ne savais pas quoi faire et en plus j'avais un bébé aux besoins intenses qui pleurait sans arrêt. Ça me faisait toucher de l'impuissance à l'intérieur de moi. Et au fond, j'ai pu explorer, en fait, sans m'en rendre compte, j'ai pu explorer à quel point
il y avait une colère à l'intérieur de moi, il y avait une incapacité à accueillir ma tristesse ou accueillir la tristesse des enfants. Et c'est là où j'ai pris la mesure de l'importance de travailler sur soi et l'importance aussi de notre histoire d'enfant lorsqu'on accompagne nos enfants. Et j'ai vu que, voilà, accueillir la colère, pas de problème, mais accueillir la tristesse, ça venait toucher quelque chose. Je rentrais en stress et je pense que pour beaucoup de parents, il y a autant ce souhait de vraiment donner de l'amour à nos enfants, du mieux qu'on peut, la réalité de manquer de sommeil, la réalité de pas trop savoir comment s'y prendre, et il y a toute cette histoire de trauma, de violence ordinaire qu'on a pu subir et qu'on continue à subir, qui est présente et qui fait en sorte qu'il est tellement difficile de sortir de faire, être un bon parent, faire les bonnes choses, les bonnes méthodes, versus ce que l'on prône, qui est être de cœur à cœur, d'établir une relation, de mettre notre masque à oxygène, d'être bien dans nos baskets, de s'offrir de l'amour et de la compassion. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu dans ton nouveau livre, que je n'ai pas encore lu. Tu m'as quand même dit tantôt que tu abordais toute la notion du trauma et comment c'est hyper présent dans notre vie de parents, mais aussi dans la société dans laquelle on vit. Ce qui fait que c'est si difficile de répondre aux besoins d'un bébé, de répondre aux besoins d'un enfant. Et j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toute la violence éducative ordinaire. Alors, je ne vais peut-être pas parler de toute la violence éducative ordinaire, mais je vais revenir sur ce que tu dis, où tu le décris très bien. Tu t'es rendu compte que tu avais des réactions disproportionnées lorsque tes enfants exprimaient de la tristesse. Oui. Et par contre, de la colère, ça allait bien. Très bien. Et pour d'autres parents, ça va être plutôt, ils vont hyper réagir sur la colère et vont savoir faire avec la tristesse. Pour d'autres, ça va être la peur qui va être plus réactive. Ce que nous avons vécu enfant a construit nos capacités et nos difficultés. Si nous avons été accueillis enfants dans nos propres émotions, eh bien, lorsque notre enfant va vivre une émotion, on saura faire. Exact. Mais si, quand moi j'étais enfant, ma tristesse n'était jamais reconnue et que j'étais envoyée dans ma chambre, je n'avais pas le droit de pleurer, pleure pas parce que t'es pas une mauviette, etc. J'étais menacée, j'ai associé le fait de pleurer avec du stress. Encore plus si mes parents m'ont frappé, si j'ai vraiment subi de la maltraitance. Donc plus j'ai été violentée, plus je vais avoir dans mon cerveau des circuits de stress, des mémoires finalement, qui vont s'activer lorsque mon enfant va les réveiller. Le trauma, alors le psychotrauma, c'est l'impact sur nous d'un événement adverse, un événement qui agit sur nous et qui dépasse nos capacités de régulation. J'ai parlé tout à l'heure du stress positif, du stress tolérable et du stress toxique. Le stress positif, évidemment, il n'y a pas de problème. Le stress tolérable, c'est il y a un événement désagréable, un événement adverse, mais j'ai les capacités pour pouvoir le dépasser. Le tolérer, donc là, c'est tolérable. Par contre, quand il y a un événement qui est trop violent, trop effractant, ou bien une succession de petites choses qui n'ont l'air de rien, mais à force, eh bien, ça finit par m'abîmer, ça crée du psychotrauma. Le psychotrauma va modifier les circuits dans nos neurones, va impacter notre épigénétique, va impacter aussi notre microbiote, va impacter notre organisme, pas seulement le psychisme, mais réellement notre organisme et notre cerveau. Et donc, lorsque je subis un événement et que ça me traumatise, ça s'impacte à l'intérieur de moi. Si c'est trop fort, je vais comme me dissocier de moi-même et je vais engrammer cette mémoire traumatique
qui peut soit plus tard me revenir par flash, soit simplement c'est dissocié, mais au moment où je vais retrouver dans la réalité, donc soit quelqu'un dans ma vie, la même moustache que mon père qui me battait, et surtout quand nous avons nos enfants qui vivent le même genre de choses ou qui renversent un vase exactement comme nous on avait renversé un vase et que ça avait déclenché les foudres. Bref, quelque chose dans le réel d'aujourd'hui rappelle, stimule ces mémoires traumatiques que nous avons et du coup ça déclenche soit une déconnexion et du coup on est déconnecté de nous-mêmes et déconnecté de l'enfant. On n'arrive plus à comprendre la raison pour laquelle il réagit comme ça. Ça déclenche aussi le stress qui était là, c'est-à-dire les réactions d'attaque, de fuite ou d'immobilisation. Ces réactions qu'on n'a pas pu peut-être avoir à l'époque. Quand j'étais enfant, peut-être je suis restée complètement figée par rapport à l'agression de mon parent. Mais au moment où mon enfant vit la même chose que ce que j'ai vécu, ça déclenche toute la situation, ça déclenche la mémoire du stress, mais ça peut, parce que je suis en situation d'avoir du pouvoir sur cet enfant, à la fois il y a cette déconnexion, cette dissociation, et en même temps, il y a la réaction de stress qui est là, qui risque de partir, et comme je suis là, présent et en pouvoir sur l'enfant, le risque est que ce soit l'agression qui vienne, qui est juste la réaction de stress, attaque, combat, comme ça a été décrit par Henri Laboride, attaque, fuite, immobilisation. Et donc, quelquefois on fuit, on s'en va, on ne supporte pas, ou on est juste figé, mais le plus souvent, on risque d'attaquer. Donc, on est très surpris souvent de ces réactions très puissantes, violentes, que j'ai moi-même vécues alors que je n'ai pas été ni attaquée, je n'ai pas été punie, je n'ai pas été dévalorisée par mes parents, mais eux l'ont été. Et donc cette peur, cette crainte, cette hyper-réactivité de l'amygdale, elle a été tout de même transmise dans ma famille. Et donc je me suis rendu compte que dans certaines situations, j'étais démunie. Tu as dit ce sentiment d'impuissance qu'on ressent face à l'enfant. Il pleure, on ne sait plus quoi faire. C'est très très difficile. Et là, si on n'a pas suffisamment de capacité de régulation émotionnelle, on risque de partir en réaction de stress. Mais on n'est pas un mauvais parent parce qu'on crie, parce qu'on humilie, parce qu'on punit. On n'est pas un mauvais parent pour ça. On veut bien faire. Mais parfois, nos circuits ne nous le permettent pas, quelque part, tant que nous n'avons pas guéri suffisamment notre histoire. Exact. Et ce qui est vraiment important, c'est de mesurer que même si nous avons été polytraumatisés, même si nous avons été extrêmement maltraités par nos parents ou qu'ils ont été très négligents à notre égard, parce que la négligence, c'est tout aussi grave quand les parents ne s'occupent pas du tout des enfants, tout aussi grave que la maltraitance physique. Mais si on a subi tout ça, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être capable de s'attacher à nos enfants, qu'on ne va pas être capable d'aimer nos enfants. Oui, bien sûr, on les aime, mais à certains moments, quand ils vont exprimer une vulnérabilité, et c'est ça qui est vache, c'est que c'est juste au moment où ils vont être stressés, ils vont être dans l'attaque, dans la fuite ou dans l'immobilisation, mais ces réactions de stress qu'ils vont avoir vont déclencher nos propres réactions de stress, et là, on risque de faire revenir toutes nos mémoires traumatiques. Donc c'est comme ça que ça fonctionne un petit peu. Oui, fait vécu. Fait vécu. Et ce qui est chouette, j'aime bien parler en termes d'âge parental. Quand j'avais 2 ans d'âge parental, je commençais à comprendre certaines choses. Maintenant que j'ai 21 ans d'âge parental, j'ai j'ai beaucoup plus de recul et je suis en mesure de vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Oui, c'est ça, au bout, l'amour, ça fait presque 30 ans d'âge parental, et donc on va enfin devenir capable d'éduquer nos enfants correctement. Oui, ce que j'ai voilà, trouvé... c'est pour ça que c'est vache, c'est pour ça que c'est important d'être très tendre avec soi-même et de s'accueillir avec compassion, parce que cette autocompassion, elle est vraiment nécessaire dans le processus, on apprend ensemble. Tout à fait, et si on peut comprendre qu'est-ce qu'on vit,
et s'accueillir, parce qu'il n'y a pas juste comprendre intellectuellement, il y a s'accueillir, c'est ça l'autocompassion, c'est s'accueillir, être tendre, comme je dis souvent, tendre et honnête, pour permettre en fait de revenir dans notre pouvoir face à une situation qui nous a dépassés à l'époque. Ce que je vois beaucoup, Isabelle, c'est justement des parents qui veulent tellement aimer leurs enfants, qui vont lire dans cette peur de mal faire et vivent de l'impuissance face aux crises, face aux pleurs, face à certains comportements qui sont inacceptables dans notre société, et chercher comment corriger le comportement. Et donc, ce que je perçois, moi, tu me diras comment ta lecture à toi, ce que je perçois chez eux, c'est toujours en état de stress. Toujours, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi que je dois lire? Ils vont aller sur Internet, sur les groupes des réseaux sociaux. Qu'est-ce que je devrais faire si mon enfant fait ça? Ils vont lire, en fait, ou voir des TikTok où on leur dit exactement quoi faire, ce qui ne fait pas sens pour moi, parce qu'on n'est pas en lien avec notre intuition et notre instinct. Mais voilà, à force d'être dans ce stress vraiment récurrent et prolongé, il y a un burn-out qui s'installe. Il y a une fatigue et aussi une incapacité à vraiment voir tout ce qui se passe, voir vraiment le gros plan. On zone, vraiment on se concentre uniquement sur le comportement de l'enfant sans percevoir tout ça. Et ton livre, toute ta série de livres, j'ai tout essayé et me cherche, pour moi donner des clés justement pour les parents, pour qu'ils puissent voir en entité qu'est-ce qui se passe. C'est ça, l'idée c'était vraiment de fournir des informations aux parents pour avoir des repères et être capable d'un peu plus décoder ce qui se passe dans le cerveau de leur enfant. Tu évoques là le stress parental, le perfectionnisme parental et le burn-out. Et c'est vrai que ce perfectionnisme parental a été mis en relation avec le burn-out parental qui est très répandu, hélas. On se stresse beaucoup. En fait, oui, bien sûr, on se stresse dans la parentalité, mais franchement, en ce moment, on se stresse pour tout, pour plein de choses. Le stress envahit notre quotidien et tu as parlé du TikTok et des réseaux sociaux. Et il est fort probable que ces réseaux sociaux soient à l'origine ou soient connexes, en tout cas, au développement de ce perfectionnisme parental. C'est ce que Edward Tronick dit dans un de ses livres. Il dénonce le fait qu'aujourd'hui, ce perfectionnisme parental est de plus en plus présent, mais il dit que ça s'inscrit dans toute une dynamique. En fait, le perfectionnisme, de manière générale, est de plus en plus fort. On le trouve chez les étudiants, on le trouve un petit peu partout en fait. Tout le monde cherche à être parfait et c'est déjà le visage parfait, le vêtement parfait, tout doit être parfait et on se compare sur les réseaux sociaux. Et donc ce n'est pas la parentalité positive qui est un des moteurs de ce perfectionnisme. C'est vrai que les parents qui veulent être parfaits, eh bien, ils vont aller chercher des ressources et donc des ressources efficaces et donc ils vont souvent tomber sur des ressources de parentalité positive. Et en même temps, la dynamique qui fait qu'on cherche à être parfait, c'est, comme tu le disais très bien, ce stress ambiant qui est là, voilà, on veut absolument, etc. Mais c'est aussi cette comparaison et cette idée qu'il y aurait quelque chose de parfait, il y aurait une réponse universelle, il y aurait, dans telle situation, je dois faire ceci, dans telle situation, je dois faire cela. Et tout parent rêverait d'une réponse automatique, d'une prescription qu'un expert nous donnerait. Voilà, si vous suivez cette prescription, alors votre enfant il va être obéissant tout le temps, il va être parfait tout le temps. Non, en fait, c'est important de pouvoir tisser une relation et la relation elle est forcément unique et il n'y a pas de recette universelle pour telle et telle situation ou pour élever un enfant parfait. Merci pour cette précision. On revient au cœur, on revient à vraiment trouver de l'information pour être souverain, pour pouvoir agir avec cœur et conscience, pour développer une relation de cœur à cœur avec notre enfant, parce que c'est à travers la relation que ça devient hyper facile
de le guider. Et on n'a pas besoin de le contrôler. Et bien au contraire, dans notre instinct, selon Neufeld, si tu en parles également, s'il y a contrainte, n'importe quel être humain va réagir à cette contrainte-là. Et particulièrement les enfants, qui sont sensibles à ça et qui sont vraiment dans une relation d'attachement. Donc on a besoin de créer une sécurité émotionnelle. Tu sais, je suis là, tu es en sécurité. Et comme tu dis dans tes formations et dans tes livres, on a besoin de donner aussi un espace où l'enfant peut être. Je t'aime comme tu es. Tu peux faire ce qui fait sens pour toi. Je suis là pour m'occuper de toi et créer un espace où tu peux évoluer. C'est hyper important. Si je suis dans la recette, je ne suis pas dans le moment présent pour vraiment être avec mon enfant. C'est ça, le job du parent, c'est de créer un cadre, d'offrir un cadre à l'enfant dans lequel il puisse s'épanouir au mieux. Et bien sûr, la relation, la connexion est absolument essentielle là-dedans. En fait, on reste parfois sur une conception erronée d'un enfant en pensant que les enfants sont des petits sauvages qu'il faut arriver à canaliser et que forcément, si on les laisse faire n'importe quoi, ils vont devenir n'importe quoi et ils vont envahir tout l'espace, avoir des désirs et être dans leur toute-puissance, etc. C'est un discours qui a été beaucoup relayé par la psychanalyse. J'en ai parlé par ailleurs et je le développe aussi dans mon livre. Mais c'est vraiment, on sait aujourd'hui que les enfants sont empathiques par nature, que dès la naissance, ils sont attentifs, ils cherchent la relation et ils sont équipés d'outils pour maintenir la relation. Et tout le système d'attachement permettent de justement cette connexion et travailler à cette connexion. Et donc si on regarde l'enfant comme un être empathique qui cherche la connexion et qu'on bâtit notre façon d'éduquer, notre parentalité sur cette base-là, c'est complètement différent. Parce que au lieu de systématiquement chercher à contrôler l'enfant, on va lui fournir ce dont il a besoin, on va nourrir ses besoins et répondre de manière régulière à ses besoins, de manière à ce qu'il puisse développer ses compétences d'empathie, son attention, sa morale, parce qu'on sait aujourd'hui aussi de plus en plus qu'un tout petit bébé a déjà une certaine morale. Il va accepter, il va regarder davantage la personne qui se comporte correctement, qui se comporte bien même vis-à-vis d'une plante verte ou d'un autre enfant. Et donc, quelque part, ça se construit déjà extrêmement tôt. La parentalité positive, c'est l'aider à bâtir ses compétences, même s'il les a déjà, mais l'aider à continuer de les développer sans les casser finalement. Exact. Et c'est mon expérience en tant que maman. Si je me concentre uniquement à redresser, mais bon, déjà c'est pas dans ma pratique et c'est pas ça fait pas sens pour moi. Quand les seules fois où j'ai eu des challenges avec mes enfants, bon, c'était relié à la neurodiversité, c'était relié au stress, c'était relié au fait que j'étais moins disponible, où ils vivaient des périodes de stress, et c'est là où il y avait des comportements. Donc tout menait à bâtir la relation, à m'engager dans la relation, à être dans le lien. C'est ça qui était important. Et sincèrement, mon expérience, c'est que si j'investis, je suis engagée, si je suis présente, et comme on voit avec Edward Tronick, ça n'a pas besoin d'être 100%, je suis avec toi tout le temps. Il parlait de 30%, je pense. 30%, oui. 30%, c'est dingue. 30% d'accordage et jusqu'à 70% de moments de désaccordage. C'est-à-dire, c'est pas forcément pas forcément des moments où on est en désaccord, mais des moments où on est différent, on fait quelque chose d'autre, on a un visage impassible, ou bien on est en désaccord, on est à côté de la plaque, on ne sait pas répondre aux besoins, mais à condition qu'il y ait réparation derrière. Parce que s'il n'y a pas de réparation, on dérive vers le stress. Exactement. Donc Isabelle, pour moi, ce changement de paradigme
c'est un état d'être, hein, l'empathie. Donc la parentalité positive, pour moi, c'est la partie être avec nos enfants. Après, il y a vraiment cette manière de vivre. Et souvent, il y a des conflits, en fait, entre le père, la mère ou l'autre parent sur comment accompagner nos enfants. Et voilà. C'est une grande source de conflit, ça c'est certain. Énorme, énorme. Tout à fait. Et même de séparation. Oui. Oui, on utilise le terme de parentalité positive, et c'est vrai que c'est la parentalité positive dans la relation avec les enfants, mais parentalité positive, c'est parce que c'est le thème positive parenting qui est utilisé dans la science. Tous les chercheurs utilisent ce terme pour qu'on sache ce dont on parle. Mais en réalité, c'est bien au-delà de juste positive parenting. C'est une façon d'être. C'est ce que tu dis. C'est au-delà d'une méthode éducative. Ça n'est pas une méthode éducative. Hein. C'est une façon d'être à autrui. Et c'est pas seulement avec nos enfants. C'est dans notre couple, avec nos amis, au travail. C'est une façon d'être non violente où je vais regarder. Et quand je regarde quelqu'un, au lieu de dire « Ah, c'est pas bien comme ça, tu n'es pas bien » et de juger la personne, de se mettre dans cette dynamique autoritaire et de pouvoir finalement avec n'importe qui, que ce soit notre conjoint, notre enfant, notre patron ou notre salarié ou un ami, plutôt que de se mettre dans cette posture dominante finalement, on va se mettre dans une posture, on se dit « Mais tiens, si son comportement n'est pas approprié, c'est qu'il a un souci. Quel est son souci? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui a mené là ?» Et donc on va chercher à comprendre. On va brancher notre empathie plutôt que de brancher notre jugement. Mais systématiquement dans tous nos comportements, systématiquement dans toutes nos relations. Dans le couple, c'est certain, il y a souvent des conflits autour de l'éducation des enfants et c'est une cause importante de divorce. C'est dommage, parce qu'en fait, on croit qu'on a chacun des idées différentes. Mais en réalité, nous ne mesurons pas à quel point ces idées différentes, ces croyances, sont juste le reflet de notre histoire. Et donc en fait, c'est juste qu'on a des blessures différentes. Et si au lieu de se battre sur nos idées différentes, on écoutait et on soignait, on prenait soin des blessures l'un de l'autre, alors peut-être ce serait différent. Énormément différent. Et de se dire aussi que le conflit, c'est une invitation à s'arrimer, à s'ajuster. On a tellement peur du conflit, on a tellement peur de ne pas être d'accord ou que ça mène à une séparation. Et si on allait justement accueillir nos émotions pour soi, pour notre partenaire, pour arriver à se comprendre. Et c'est exactement ce que j'aime de ton approche, Isabelle. C'est pas juste une technique. Alors, t'as qu'à, il y a qu'à, hein. T'as qu'à faire ceci, il y a qu'à faire cela. Il y a vraiment une introspection, une explication aussi de comment je traverse mes émotions, comment je comprends qu'est-ce qui se passe en moi. Et comment j'accompagne toute cette vie à l'intérieur de moi pour pouvoir aussi traverser des moments difficiles, la culpabilité, la colère, le stress, comment je peux m'équiper pour vivre tout ça et devenir de plus en plus, dans mon pouvoir personnel, acteur de changement. Et voilà, ça fait quoi? Ça fait depuis 2015 qu'on travaille ensemble. Et voilà, au Québec, on a vraiment développé la formation des ateliers Filiosa pour comprendre tout l'aspect psychocorporel des émotions, que c'est pas juste une formule à dire. En fait, ça marche pas quand tu fais une formule, parce que c'est une posture intérieure. Et c'est une posture où on traverse, on a le courage de traverser des émotions. Et j'aime ça. On a besoin d'apporter toute cette dimension du corps, une dimension de l'être également, pas juste du faire, en plus de la compréhension qu'on retrouve dans tes livres. Alors voilà, nous on a les ateliers, et maintenant on a le coaching parental, Filiosa, qui emmène toute cette richesse et cette
vraiment cet espace pour questionner, comprendre. Comprendre c'est quoi le lien. Comprendre c'est quoi le stress. C'est quoi le trauma. Et comment corporellement je fais appel justement à cette sagesse-là pour évoluer. Je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse qu'on puisse avoir ça, que les Québécois puissent profiter de ton approche. Et c'est... Voilà. Il y a Serge. Ouais, c'est ça. Il y a Serge, mon chéri, qui adore aussi toute la structure en même temps libre. Un peu comme... voilà, il y a comme une suite, il y a une progression qui est tellement claire. Et comme on dit, on ne peut pas juste suivre un cours en ligne de 3 semaines pour intégrer cette posture-là. On a besoin de la vivre et de la pratiquer. Oui, c'est ça, ça me touche beaucoup tout ce que tu me dis, surtout que tu as fait énormément de formations, toi aussi, avant de rencontrer les miennes, et que tu aies trouvé qu'il y ait une valeur ajoutée à mes formations. Merci. Et ma recherche dans les formations, c'est vraiment pour mener une personne d'un point A à un point B, et bien découper le plus précisément possible les différentes. Pour acquérir une compétence, eh bien, il y a des petits morceaux de compétences à développer pour qu'à la fin, eh bien, on puisse avoir toutes ces compétences. Donc oui, j'ai tenté de construire ça de manière structurée et progressive pour que chacun puisse petit à petit découvrir, finalement découvrir des nouveaux espaces à l'intérieur de soi, des nouvelles compétences, des nouvelles capacités. Et vraiment goûter à cet aspect de l'être, du jeu, de la joie dont tu parles. Oui, on pense souvent que le savoir-être, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, mais en fait non, ça se construit parce que c'est aussi forgé sur des petits détails comme la posture, comme toutes sortes de choses auxquelles on ne prête pas souvent attention, mais qui m'ont interpellée tout au cours de mes 40 années de pratique. J'ai glané nombre d'informations, j'ai éprouvé nombre de techniques, et donc voilà, je suis contente de partager tout ça au sein de ces formations. Justement, on va commencer une nouvelle cohorte de coaching parental après ta venue. On a vraiment très hâte de te recevoir, Isabelle, cet automne, au mois d'octobre, au Québec. Et je suis ravie de venir et de retrouver le public québécois. Oui, on va pouvoir faire rayonner la parentalité positive à travers une conférence pour les parents, des activités aussi pour les professionnels. Je pense qu'on va vraiment s'éclater et on va pouvoir aussi montrer toutes les activités Filiosa qui existent déjà au Québec. Il y aura des animatrices, des animateurs qui vont pouvoir présenter des choses. Et en tout cas, très 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 hâte. Merci pour cet échange qu'on a toujours. Je suis vraiment heureuse. Merci Mitiko, c'est toujours un bonheur de travailler avec toi, d'être à tes côtés. On partage des valeurs humanistes profondes et tu incarnes tes valeurs dans ton quotidien, pas seulement dans ton métier, et ça me plaît beaucoup. On a ça en commun aussi. Exact, c'est ça que j'allais dire.